Laura Bennett avait sauvé 12 vies cette semaine-là. Mais cette nuit-là, devant les portes des urgences où elle soignait les blessés, c'est elle qui est devenue la victime. Les mains de l'agent Jake Mercer se sont refermées sur sa gorge. « Ne bougez pas !» a-t-il crié. Son badge d'infirmière se balançait inutilement tandis qu'elle haletait pour respirer. La foule s'est rassemblée. Les téléphones se sont levés. Elle a essayé de parler, d'essayer de lui montrer qui elle était, mais il ne voulait pas l'écouter. Puis les portes vitrées ont explosé. Ce qui s'est passé ensuite allait mettre fin à une carrière, révéler un sombre schéma de violence et prouver que parfois, la personne que vous sous-estimez est liée à quelqu'un que vous auriez dû craindre. Voici l'histoire de la nuit où l'agent Mercer a finalement perdu toute chance. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Bonne lecture. Laura Bennett avait sauvé 12 vies cette semaine-là. Mais cette nuit-là, devant les portes des urgences où elle soignait les blessés, elle est devenue la victime. L'air du soir était frais sur sa peau lorsqu'elle poussa les portes vitrées de l'hôpital. Sa blouse collait à son corps, humide de sueur et des traces d'une garde de 12 heures qui s'était prolongée jusqu'à 15 heures. Ses jambes lui faisaient mal, son esprit résonnait encore du bruit des moniteurs, des appels des patients et des prières murmurées par les familles dans les salles d'attente. Elle avait juste besoin d'air. Juste 5 minutes de silence avant de retourner à l'intérieur pour faire face à la prochaine urgence. Elle fit 3 pas dans le parking. C'est tout ce qu'elle eut le temps de faire. Les mains vinrent par derrière. Brutale, soudaine, violente. Elles l'attrapèrent par les épaules et la firent pivoter avant de la projeter contre un pilier en béton. Le choc lui coupa le souffle. « Ne bouge pas », une voix lui aboya dans l'oreille. Une voix masculine agressive, assez proche pour qu'elle puisse sentir son souffle dans son cou. Le cœur de Laura explosa dans sa poitrine. Sa vision se brouilla. Elle essaya de tourner à la tête, d'apercevoir qui l'avait saisie, mais une main appuya sur l'arrière de son crâne, forçant son visage contre le pilier. J'ai dit, « Ne bouge pas. »« Quoi? Qui êtes-vous? » allaita-t-elle, les mots sortant à peine. La prise se resserra. Un bras s'enroula autour de sa gorge. Il ne l'étranglait pas encore, mais presque. Trop près? Elle sentit ses voies respiratoires se comprimer. La panique l'envahit. « S'il vous plaît, » parvint-elle à dire d'une voix cassée. « Je suis infirmière. Je travaille ici. Tais-toi. » Le bras serra plus fort. Son badge d'hôpital se balançait devant elle, suspendu à son cou, inutile, entre sa poitrine et le pilier. Elle essaya de lever la main pour le lui montrer, pour qu'il comprenne, mais il lui saisit le poignet et le tordit derrière son dos. « J'ai une pièce d'identité, » dit-elle dans un souffle. « Mon badge, s'il te plaît. » Il ne regarda pas. Il ne demanda pas. Il s'en fichait. Des gens commençaient à s'attrouper. Elle pouvait les entendre. Des voix s'élevaient, confuses et alarmées. Quelqu'un cria « Hé, qu'est-ce que vous faites ?» Une autre voix répondit « C'est une infirmière. Elle travaille ici. » Mais l'homme derrière elle, l'agent Jake Mercer, dont elle ne connaissait pas encore le nom, ne fit que resserrer son étreinte. Les jambes de Laura se mirent à trembler. Sa respiration était haletante, désespérée. Les bords de son champ de vision commencèrent à s'assombrir. Elle pensa à la patiente qu'elle avait sauvée 2 heures plus tôt. Une petite fille de 7 ans. Une réaction allergique grave. Laura lui avait tenu la main pendant que l'épinéphrine faisait effet. Elle lui avait murmuré « Tu es en sécurité maintenant. Je suis là. » Mais qui la tenait maintenant? « C'est ma femme. » La voix trancha le chaos comme une lame. « C'est ma femme. » Lâchez-la. Les portes vitrées s'étaient ouvertes brusquement. Le docteur Thomas Bennett courait vers eux, toujours en blouse, sans manteau. Son visage était un mélange de panique et de fureur. Il était en pleine tournée quand quelqu'un lui avait dit ce qui se passait dehors. Il n'avait pas posé de questions. Il avait juste couru. « Lâchez-la » cria à nouveau Thomas, la voix brisée. Mais l'agent Mercer ne la lâcha pas. Pas encore. Et alors que les téléphones se levaient dans la foule, que 17 angles différents commençaient à enregistrer le même cauchemar. Aucun d'entre eux ne pouvait savoir ce que ce moment allait déclencher. Si vous pensez que personne ne mérite d'être traité ainsi, quelle que soit sa personne, cliquez dès maintenant sur le bouton « S'abonner ». Commenter la justice est importante si vous êtes du côté de Laura, car vous devez voir ce qui va se passer ensuite. Mais pour comprendre pourquoi ce moment allait tout changer, il faut revenir 36 heures en arrière. 36 heures plus tôt, Laura Bennett faisait ce qu'elle savait faire de mieux.
Sauver une vie qui pendait à un fil. La petite fille sur le brancard avait 7 ans. Elle s'appelait Emma. Ses lèvres étaient enflées, sa gorge se refermait, et sa mère criait comme seul un parent voyant son enfant s'éteindre peut crier. Les urgences étaient en proie au chaos cet après-midi-là. 3 victimes d'un accident de voiture venaient d'arriver. Un arrêt cardiaque était en cours dans la salle 4, et la salle d'attente était bondée de personnes qui attendaient depuis des heures. Mais Laura a traversé tout cela avec un calme qui ne peut venir que de nombreuses années d'expérience et d'une détermination inébranlable. « Emma, ma chérie, regarde-moi », a dit Laura d'une voix douce mais ferme en s'agenouillant à côté du brancard. Les yeux de la fillette étaient écarquillés de terreur. Sa petite poitrine se soulevait alors qu'elle luttait pour respirer. « Je sais que tu as peur, mais tu dois rester avec moi, d'accord? Je suis là. » Elle lui avait déjà administré l'épinéphrine. Il ne restait plus qu'à attendre, observer, surveiller et prier pour que le petit corps réagisse avant que le gonflement ne coupe complètement l'oxygène. Laura tenait la main d'Emma, son pouce dessinant de petits cercles sur la paume de l'enfant. Elle ne détourna pas le regard. Elle ne regarda pas sa montre. Elle ne se précipita pas vers le patient suivant, même si elle entendait l'infirmière en chef l'appeler depuis l'autre bout du couloir. « Tu te débrouilles très bien, Emma, » murmura Laura. « Respire avec moi. Inspire et expire. C'est ça. » Puis, lentement, le gonflement commença à s'atténuer. La respiration d'Emma s'approfondit. La teinte bleutée disparut de ses lèvres. Sa mère s'effondra sur une chaise, sanglotant de soulagement, et Laura serra une dernière fois la main de la petite fille avant de se lever. « Elle va s'en sortir, » dit Laura à la mère, la voix chargée d'émotion. Elle avait appris à cacher ses sentiments, mais n'y parvenait jamais tout à fait. « Nous allons continuer à la surveiller, mais le pire est passé. » C'était Laura Bennett, 34 ans, infirmière diplômée depuis 9 ans, mariée au docteur Thomas Bennett, directeur des opérations de l'hôpital. Même si elle n'en parlait jamais à moins qu'on ne lui pose la question, elle n'avait pas besoin de son titre pour gagner le respect. Elle le gagnait à chaque garde en étant exactement qui elle était. Compatissante, compétente et infatigable dans les soins qu'elle prodiguait aux autres. Alors qu'elle s'éloignait du chevet d'Emma, sa collègue Maria l'a attrapée par le bras. « Laura, c'est ton 3e service cette semaine. Tu es ici depuis hier matin. Rentre chez toi. » Laura a secoué la tête, tirant ses cheveux noirs en arrière pour les attacher en une queue de cheval plus serrée. « Je ne peux pas. Nous sommes en sous-effectif et c'est la pleine lune ce soir. » « Tu sais ce que cela signifie? » Maria a ri, mais ses yeux trahissaient son inquiétude. Laura ne s'arrête jamais. « C'est comme ça qu'elle est, » dit-elle à une autre infirmière qui passait par là. Puis, plus doucement à Laura. « Mais même toi, tu as besoin de repos. »« Je me reposerai quand mon service sera terminé, » répondit Laura en accrochant son badge d'hôpital à la poche de sa blouse. Le badge se balançait légèrement à chacun de ses mouvements, son nom imprimé clairement sous le logo de l'hôpital. Laura Bennett, infirmière diplômée, service des urgences. C'était plus qu'une simple identification. C'était son identité. Elle prit un dossier sur le support et se dirigea vers le patient suivant. Elle ne savait pas que dans 36 heures, ce badge se balancerait inutilement tandis que le bras de quelqu'un se refermerait autour de sa gorge. Elle ne savait pas que son dévouement, cette qualité même qui faisait d'elle une héroïne pour tant de gens, allait presque lui coûter tout ce qu'elle avait. Mais pour l'instant, elle n'était qu'une infirmière qui faisait son travail, sauvant des vies, un patient à la fois. Pendant que Laura sauvait des vies cet après-midi-là, l'officier Jake Mercer se trouvait à 5 kilomètres de là, assis dans sa voiture de patrouille devant une supérette, attendant son prochain appel. Jake Mercer était un vétéran de la police avec 10 ans d'ancienneté. Il avait rejoint les forces de l'ordre dès la fin de ses études secondaires, avec le rêve de faire la différence, d'être l'un des bons. Et pendant un certain temps, il l'a peut-être été. Mais à un moment donné, quelque chose a changé. Ses supérieurs le qualifiaient de dur. Ses collègues disaient qu'il ne prenait pas de risques. Ce qu'il voulait dire, c'est que Mercer avait la réputation d'agir d'abord et de poser des questions ensuite. De voir des menaces là où les autres voyaient des personnes, d'utiliser la force alors que les mots auraient pu suffire. Mais il y avait des murmures, des plaintes qui ne faisaient jamais vraiment suite. En 2019, lors d'un contrôle routier, un jeune homme s'est retrouvé face contre terre sur le trottoir pour un feu arrière cassé. La plainte a été déposée.
Mercer a reçu un avertissement. Il a suivi une formation obligatoire sur les techniques de désescalade. Il a assisté au séminaire et hoché la tête aux moments opportuns, puis est retourné au travail. 2 ans plus tard, un homme âgé a accusé Mercer d'abus verbal et d'intimidation physique lors d'un contrôle de santé. La fille de l'homme a tenté de porter plainte. L'affaire a été classée sans suite. Mercer a reçu un autre avertissement et a dû suivre une nouvelle formation. Puis, en 2023, un ancien combattant sans domicile fixe a affirmé que Mercer l'avait malmené parce qu'il dormait sur un banc devant un commerce fermé. L'ancien combattant n'avait ni vidéo ni témoin pour appuyer ses dires et avait des antécédents de maladie mentale que l'avocat du département a utilisé pour le discréditer. L'affaire a été réglée à l'amiable. Mercer a reçu une note dans son dossier et a eu une conversation avec son capitaine au sujet de l'image et de la retenue. À chaque fois, le système s'est plié à sa volonté. À chaque fois, il s'en est tiré avec une simple tape sur les doigts et une recommandation de faire plus attention. Et à chaque fois, Jake Mercer a appris la même leçon. Les conséquences, c'était pour les autres. Il avait déjà été averti, déjà suivi une nouvelle formation, mais cette fois-ci, il n'y aurait pas de seconde chance. L'appel est arrivé sur sa radio peu après 18 heures. Une suspecte recherchée pour tentative de meurtre avait été aperçue près de l'hôpital Mercy General. De type caucasien, âgé de 20 à 35 ans, cheveux bruns mi-longs, corpulence moyenne, vêtu de vêtements sombres, vu pour la dernière fois à pied, essayant probablement de se fondre dans la foule près du service des urgences. Mercer saisit sa radio. Bien reçu. En route. Le répartiteur envoya une photo. Lauren Banning, 29 ans, recherché pour avoir poignardé son ex-petit ami 2 jours auparavant. Le petit ami était dans un état critique. Lauren avait pris la fuite et n'avait pas été revu depuis, jusqu'à présent. Mercer étudia la photo tout en conduisant. Cheveux bruns, raies sur le côté, visage fin, yeux fatigués. Le genre de femme qui pouvait se fondre dans la foule d'un hôpital si elle le voulait. Le genre de femme qui pouvait être assez désespérée pour faire n'importe quoi. Il serra les mâchoires. « Je ne laisserai pas une autre m'échapper », marmonna-t-il. Il avait perdu un suspect 3 mois auparavant, lors d'un appel pour violence domestique qui s'était transformé en une course-poursuite à pied dans un complexe d'appartements. Le type lui avait glissé entre les doigts et le capitaine de Mercer l'avait réprimandé devant tout le commissariat. Pas cette fois. Cette fois, il serait prêt. Si vous pensez que les policiers qui abusent de leur pouvoir devraient être tenus responsables, ne commentez plus, ne donnez plus d'avertissement. Cette histoire va devenir intense. Lauren Banning et Laura Bennett auraient pu être sœurs. La ressemblance était frappante dans le pire sens du terme. Les 2 femmes avaient les cheveux bruns mi-longs, légèrement séparés sur le côté. Elles avaient toutes 2 la même corpulence moyenne, la même structure faciale étroite, la même taille générale. Lauren avait 29 ans, Laura en avait 34. Mais dans la lumière déclinante du soir dehors, avec l'épuisement gravé sur leur visage, ces 5 années auraient tout aussi bien pu être invisibles. Même leurs prénoms étaient presque identiques. Laura, Lauren, une seule lettre les différenciait. Le genre de similitude qui aurait pu sembler être une coïncidence anodine dans n'importe quelle autre circonstance. Mais ce soir-là, avec une femme recherchée en fuite et un policier désespéré de ne pas laisser un autre suspect lui échapper, cette seule lettre allait faire toute la différence. Lauren Banning était en fuite depuis 2 jours. Après avoir poignardé son ex-petit ami lors d'une confrontation violente qui l'avait laissé entre la vie et la mort dans une unité de soins intensifs, elle avait disparu. Elle n'avait ni téléphone ni voiture enregistrée à son nom, ni famille disposée à l'héberger. La police la recherchait, mais Lauren était assez intelligente pour rester hors de portée. Elle connaissait les hôpitaux, les refuges, savait se fondre dans le chaos des salles d'urgence où les gens allaient et venaient sans poser de questions. Et elle avait été aperçue près de l'hôpital Mercy General ce soir-là. Un policier scrutait le parking bondé de l'hôpital au crépuscule, à la recherche d'une femme aux cheveux bruns vêtue de vêtements sombres. La ressemblance était frappante. Mercer avait mémorisé la description. Il avait la photo sur son téléphone. Il était prêt, alerte, prêt à agir dès qu'il verrait quelqu'un qui correspondait. Et lorsque Laura Bennett a poussé les portes vitrées, sa blouse sombre dans la pénombre, ses cheveux bruns tombant librement autour de son visage fatigué, l'officier Jake Mercer a vu exactement ce qu'il s'attendait à voir. Pas une infirmière, pas une femme innocente,
pas la femme de quelqu'un. Il a vu Lauren Banning. Il a vu la suspecte. Il a vu sa chance de rattraper l'échec qui le hantait encore depuis 3 mois. Vous pourriez penser qu'il s'agit d'une erreur honnête, d'un cas de mauvais endroit, mauvais moment, mauvais visage. Vous pourriez penser que n'importe quel agent raisonnable, disposant des mêmes informations et soumis à la même pression, aurait pu commettre la même erreur de jugement. Mais ce qui s'est passé ensuite était tout sauf honnête. Car lorsque Jake Mercer a vu Laura sortir des urgences, épuisée et vulnérable, cherchant simplement à prendre l'air après avoir sauvé des vies pendant 15 heures d'affilée, il ne lui a posé aucune question. Il ne l'a pas appelée par son nom. Il ne lui a pas demandé de s'identifier. Il ne lui a pas dit « Excusez-moi, madame, puis-je vous parler un instant ?» Il ne lui a pas donné la possibilité de s'expliquer, de montrer son badge, de prouver qu'elle était bien celle qu'elle prétendait être. Une infirmière, une guérisseuse, une femme qui n'avait rien fait de mal, il a simplement agi. Et en 3 secondes, le temps que ses mains l'attrapent par derrière, que son bras se referme autour de sa gorge, que son monde explose dans la confusion et la terreur, Jake Mercer a déclenché une série d'événements qui allaient détruire sa carrière, révéler au grand jour une violence que le département avait cachée pendant des années et prouver que parfois, la personne que vous sous-estimez est liée à quelqu'un que vous auriez dû craindre. Laura poussa les portes vitrées et inspira profondément, laissant l'air frais du soir remplir ses poumons. Ses épaules lui faisaient mal. Ses pieds la lançaient, mais elle avait presque terminé. Encore quelques heures, et elle pourrait rentrer chez elle, s'effondrer dans son lit et dormir aussi longtemps que son corps le lui permettrait. De l'autre côté du parking, les yeux de l'agent Jake Mercer se posèrent sur elle dès qu'elle apparut. Là, cheveux bruns, vêtements sombres, corpulence moyenne, à 30 mètres, se déplaçant lentement, seule. Sa main se porta sur sa radio, puis hésita. S'il appelait des renforts et qu'elle s'enfuyait, il la perdrait. S'il attendait les renforts, elle pourrait disparaître dans la foule ou se glisser à l'intérieur de l'hôpital. Non, il avait déjà géré des situations comme celle-ci une centaine de fois. Approcher rapidement, sécuriser le suspect. Contrôler la situation. Il se mit en mouvement. Laura s'éloigna de 3 pas de l'entrée. Elle pencha la tête en arrière, ferma les yeux un instant, sentant la tension dans son cou commencer à se relâcher. Elle n'entendit pas les pas derrière elle. Elle ne sentit pas l'approche. Elle n'eut aucun avertissement. Les mains surgirent de nulle part. Brutales, soudaines, violentes. Elles l'attrapèrent par les épaules et la firent pivoter, la projetant contre le pilier en béton près de l'entrée de l'hôpital. Le choc lui coupa le souffle. Elle ouvrit grands les yeux, sous le choc et la confusion. Ne bougez pas. La voix de Mercer était dure, autoritaire, à quelques centimètres de son oreille. Laura fut paralysée par la terreur. Elle essaya de tourner la tête, de voir qui l'avait attrapée, mais une main appuya sur l'arrière de son crâne, forçant son visage contre le béton froid. « Quoi? Je ne comprends pas. Que faites-vous? » Sa voix était étranglée, haletante. J'ai dit « Ne bougez pas ». Son bras s'enroula autour de sa gorge, l'attirant contre lui. Je ne l'étrangle pas encore, mais presque. Trop près. Elle sentit la pression monter, sentit ses voies respiratoires commencer à se comprimer. Du point de vue de Mercer, tout se déroulait comme prévu. Le sujet était maîtrisé. Aucune résistance pour l'instant. Il avait déjà fait ça auparavant. Contrôler d'abord le suspect, vérifier son identité ensuite. C'est ce qu'on lui avait enseigné à l'académie. C'est ce qui fonctionnait. Mais du point de vue de Laura, le monde venait de s'effondrer dans une violence incompréhensible. « S'il vous plaît », haleta-t-elle. Son badge de l'hôpital se balançait sur son cordon, pendu inutilement entre son corps et le pilier. « Je suis infirmière. Je travaille ici. »« Mon badge. Regardez mon badge, s'il vous plaît. Taisez-vous. » Mercer resserra son étreinte. Elle essaya de lever la main, de pointer du doigt le badge suspendu à son cou, mais il lui saisit le poignet et le tordit derrière son dos. Une douleur fulgurante lui traversa l'épaule. Ses genoux fléchirent légèrement. Les gens commencèrent à remarquer la scène. Une femme qui sortait de sa voiture s'arrêta net, bouche bée. Un homme qui se dirigeait vers l'entrée sortit son téléphone. Puis un autre, et encore un autre. En quelques secondes, une foule forma un cercle informel de témoins, tous leurs appareils à la main, tous enregistrant le même moment sous différents angles. « Hey !» cria quelqu'un. « Qu'est-ce que vous lui faites ?»
Elle est infirmière, s'écria une autre voix. Elle travaille ici. Mais Mercer ne leva pas les yeux. Il ne leur prêta aucune attention. Son attention était unique, absolue. Il avait trouvé son suspect. Il ne le lâcherait pas. La respiration de Laura devint difficile, désespérée. Chaque inspiration était un combat. Le monde commença à s'estomper autour d'elle. Son badge se balançait à chaque tentative pour se libérer, captant la lumière des lampadaires du parking. Laura Bennett, infirmière diplômée, service des urgences, juste là, juste devant lui, mais il ne baissa jamais les yeux. 17 téléphones enregistraient et chaque angle comptait. Pendant un instant, tout le reste disparut. Les voix de la foule s'estompèrent. Le bruit de la circulation disparut. Il ne restait plus que la respiration de Laura. Superficielle, paniquée, luttant pour respirer, mais en vain. Puis les portes vitrées explosèrent. Mon badge, articula Laura, la gorge serrée, sa main libre agrippant le cordon autour de son cou. Regardez mon badge, s'il vous plaît. Elle parvint à le tirer vers l'avant, la carte d'identité en plastique se balançant entre eux. Sa photo, son nom, le logo de l'hôpital, tout ce dont il avait besoin pour voir qu'il s'était trompé de personne. L'agent Mercer baissa les yeux pendant une demi-seconde, puis repoussa sa main. Le badge se balança inutilement contre sa poitrine. « Il pourrait avoir été volé », dit-il d'une voix neutre, impassible. « Vous venez avec moi. »« Non, s'il vous plaît. Je travaille ici. Je suis infirmière. Je suis ici depuis ce matin. S'il vous plaît, demandez à quelqu'un. N'importe qui ici vous le dira. » Mais il ne l'écoutait pas. Sa prise se resserra, son bras appuya plus fort contre sa gorge. Les mots de Laura se transformèrent en un halètement désespéré. La foule grossissait. 10 personnes, 15, 20. Des téléphones se levèrent, des voix s'élevèrent, alarmées et confuses. Une femme en blouse qui venait de terminer son service se fraya un chemin jusqu'à l'avant. « Elle dit la vérité », cria la femme. « Je travaille avec elle. C'est Laura Bennett. Elle est infirmière ici. »« Reculez », aboya Mercer, sans même se retourner pour la regarder. « Reculez tous ou vous faites obstruction à un agent. » Mais ils ne reculèrent pas. Ils se rapprochèrent, leurs voix se chevauchant, formant un chœur de protestation. « Laissez-la partir. Elle n'a rien fait. Vous vous trompez de personne. » Mercer serra les mâchoires. Son bras se resserra autour du cou de Laura. Pas assez pour l'empêcher complètement de respirer, mais suffisamment pour que chaque respiration devienne un combat. Sa vision commença à se brouiller. Les lumières du parking se transformèrent en halo flou. Les voix autour d'elle devinrent lointaines, étouffées, comme si elle était sous l'eau. « Cela ne peut pas arriver, pensa-t-elle. Pas après avoir sauvé des vies toute la journée. Pas après avoir tenu la main d'un patient pendant le pire moment de sa vie. Pas après avoir passé 15 heures à s'occuper d'étrangers qui avaient besoin d'elle. « Ce n'est pas possible. Vous lui faites du mal, » cria quelqu'un dans la foule. Les genoux de Laura se sont dérobés. Elle a essayé de s'appuyer contre le pilier, mais ses jambes ne la soutenaient plus. Les bords de son champ de vision ont commencé à s'assombrir, se refermant comme un tunnel. Ses poumons réclamaient de l'air à grands cris. Son cœur battait à tout rompre contre ses côtes. Elle a pensé à Thomas, se demandant s'il savait qu'elle était sortie, se demandant si elle le reverrait un jour. À l'intérieur de l'hôpital, quelqu'un venait d'apercevoir l'agitation à travers les portes vitrées. Un concierge qui nettoyait le hall d'entrée leva les yeux, remarqua la foule qui se rassemblait, remarqua la lutte. Il laissa tomber son balai et courut vers le poste des infirmières. « Quelqu'un se fait agresser dehors », cria-t-il. « Appelez la sécurité, appelez le directeur. » Mais Laura ne savait pas que les secours arrivaient. Tout ce qu'elle savait, c'était que le monde s'évanouissait, que son corps lâchait, que l'homme derrière elle, l'homme avec le badge, l'homme qui était censé protéger les gens, était celui qui lui faisait du mal. Son badge d'hôpital se balança une dernière fois, captant la lumière. Laura Bennett, service des urgences, guérisseuse, protectrice, victime. Si cela vous met en colère, vous n'êtes pas seul. Cliquez sur « J'aime » si vous pensez que Mercer a dépassé les bornes, car ce qui se passe dans les 60 secondes suivantes change tout. Les portes vitrées ont explosé avec une telle force qu'elles ont claqué contre les murs extérieurs. Le docteur Thomas Bennett a fait irruption, toujours vêtu de sa blouse chirurgicale, sans blouse blanche, les mains encore propres grâce aux gants stériles qu'il avait retirés quelques secondes plus tôt.
Il était en train d'examiner des dossiers médicaux lorsque le concierge est arrivé en courant, essoufflé et paniqué, criant qu'une agression avait eu lieu dans le parking. Thomas n'a pas posé de questions. Il s'est simplement mis à courir. Et maintenant, il voyait sa femme plaquée contre un pilier en béton, un bras autour de sa gorge, le visage pâle et les yeux à peine fixés. Quelque chose en lui se brisa. C'est ma femme. Sa voix trancha le chaos comme un scalpel. Lâchez-la. C'est ma femme. L'officier Mercer releva brusquement la tête. Pour la première fois depuis qu'il avait attrapé Laura, une véritable confusion passa sur son visage. La foule avait été facile à ignorer. Des passants, des civils, des gens qui ne comprenaient pas le travail de la police. Mais cet homme était différent. Il avait de l'autorité dans la voix, de la prestance dans sa démarche. Thomas parcourut la distance entre les portes et le pilier en quelques secondes. Son visage était un mélange de fureur et de terreur. « Lâchez-la ». Mercer relâcha légèrement son étreinte, mais il ne lâcha pas Laura. « Monsieur, reculez. Cette femme correspond à la description d'une suspecte recherchée. » Cette femme, l'interrompit Thomas, la voix tremblante de rage à peine contenue, est Laura Bennett, ma femme. Elle est infirmière diplômée au service des urgences de cet hôpital. Je suis le docteur Thomas Bennett, directeur des opérations du Mercy General, et si vous ne la lâchez pas immédiatement, tous les agents de sécurité de ce bâtiment seront ici dans 30 secondes. Mercer hésita. Sa formation lui dictait de garder le contrôle de la situation, de ne pas se laisser intimider par des figures d'autorité qui lui demandaient de relâcher une suspecte potentielle. Mais la certitude dans la voix du médecin, la précision de son affirmation, le silence soudain de la foule, tout cela ajouté à l'attente lui nouait l'estomac. « Je dois vérifier son identité », dit Mercer. Mais sa voix avait perdu de son mordant. « Vous devez la laisser respirer. » Thomas répliqua en s'approchant. Son regard se fixa sur le visage de Laura. Il vit sa poitrine se soulever et s'abaisser. Il vit sa peau devenir cendrée. Il avait déjà vu cet état auparavant. Des patients dont les voies respiratoires étaient compromises, dont le corps luttait pour obtenir de l'oxygène. Elle perdait connaissance. Il fallait la laisser partir maintenant. Les yeux de Laura trouvèrent le visage de Thomas. Un soulagement si intense qu'il en était presque douloureux l'envahit. Il était là. Il était venu la chercher. Elle essaya de parler, essaya de lui dire qu'elle allait bien, mais les mots ne sortaient pas. La main de Mercer se posa sur sa radio. « Je vais signaler ça. J'ai besoin d'une confirmation. Je suis ta confirmation. » La voix de Thomas s'éleva. « Regarde son badge d'hôpital. Elle porte une blouse, bon sang. Que te faut-il de plus? » Mais Mercer ne la lâchait toujours pas. Sa fierté, sa certitude, son besoin d'avoir raison. Tout cela maintenait son bras autour des épaules de Laura. Il s'était engagé dans cette action. Reculer maintenant, surtout devant cette foule, surtout avec leur téléphone enregistrant chaque seconde, le ferait passer pour incompétent. Ridicule. Dans l'erreur. Alors, il a tenu bon. Mais Thomas n'était plus le seul à filmer. Et ce que ses caméras ont capturé ensuite. Le moment où un policier a refusé de lâcher une femme innocente, même après avoir été confronté à son mari, même après avoir appris qui elle était exactement, même alors qu'elle avait du mal à respirer, allait devenir viral en moins d'1 heure. Le bras de l'agent Mercer s'est finalement relâché. Laura s'est effondrée en avant, ses jambes cédant complètement. Thomas l'a rattrapée avant qu'elle ne touche le trottoir, ses bras enveloppant son corps tremblant alors qu'elle haletait pour reprendre son souffle. Sa respiration était saccadée, désespérée, le son de quelqu'un qui se noyait et venait de remonter à la surface. « Je te tiens », a murmuré Thomas, sa main soutenant l'arrière de sa tête. « Tu es en sécurité. Je te tiens. » Mercer recula, les mains tombant le long de son corps. Pendant un instant, il resta là, à regarder la femme qu'il avait attrapée s'accrocher à son mari, à la regarder lutter pour respirer, à regarder la réalité de ce qu'il avait fait s'imposer autour de lui. Puis son instinct défensif prit le dessus. Elle correspondait à la description, dit-il d'une voix dure, sans remords. Une femme, cheveux bruns, corpulence moyenne, vêtements sombres. La suspecte a été signalée dans ce quartier. Thomas leva les yeux vers lui, le regard brûlant. Donc vous étranglez d'abord et vous posez les questions ensuite. Jamais. C'est comme ça qu'on vous a formé.
Je sécurisais une suspecte potentielle. Elle a un badge de l'hôpital. La voix de Thomas monta, son contrôle finissant par lâcher. Elle porte une blouse avec le logo de l'hôpital. Elle vous a dit qu'elle était infirmière. Plusieurs témoins vous ont dit qu'elle travaillait ici et vous avez continué à l'étrangler quand même. La foule murmura en signe d'approbation, sa colère palpable. Les téléphones étaient toujours levés, toujours en train d'enregistrer. Chaque mot, chaque excuse, chaque moment où Mercer refusait d'assumer ses responsabilités. Mercer serra les mâchoires. Il sortit sa radio de sa ceinture. Central, ici l'unité 12. Situation sous contrôle. Fausse alerte concernant le suspect. Retirez les renforts, compris. 12. Thomas n'écoutait plus. Il était entièrement concentré sur Laura, sur les marques rouges qui se formaient déjà sur son cou, sur ses mains qui tremblaient tellement qu'elle ne pouvait pas lui tenir les bras. Il l'aida à se relever, supportant la majeure partie de son poids, alors qu'il se dirigeait vers l'entrée de l'hôpital. « Allez, viens, dit-il doucement. On va t'emmener à l'intérieur. On va vous faire examiner. » Mercer s'adressa à la foule, sa voix prenant un ton officiel. « Très bien, tout le monde, dispersez-vous. Il n'y a plus rien à voir ici. Circulez. » Mais un homme à l'avant de la foule, son téléphone toujours en train d'enregistrer, secoua la tête. « Oh, il y a beaucoup à voir, monsieur l'agent, et nous avons tous vu. » Une autre femme, l'infirmière qui avait tenté d'intervenir plus tôt, s'avança. Sa voix était froide. « J'ai noté votre numéro de matricule. 12h47 pour votre information. » Quelqu'un d'autre s'écria. « Quel est votre nom, monsieur l'agent, pour la plainte que nous allons déposer? » Le visage de Mercer rougit. Il regarda le cercle de témoins, leurs téléphones, leurs expressions de dégoût et de colère. Pour la première fois, une lueur d'inquiétude réelle traversa son visage, mais il la dissimula rapidement, la remplaçant par le même masque d'autorité qu'il avait affiché toute la nuit. « Si vous avez une plainte à déposer, faites-le par les voies appropriées, » dit-il d'un ton sec. Puis il se retourna et retourna à sa voiture de patrouille, les épaules tendues, le pas un peu trop rapide. La foule commença à se disperser lentement, à contre-cœur, mais les téléphones restèrent allumés. Les gens étaient déjà en train de taper, de télécharger, de partager. En quelques minutes, la première vidéo apparut sur les réseaux sociaux. Un clip de 20 secondes montrant Mercer saisissant Laura par derrière, son badge se balançant inutilement, sa voix suppliante, son bras autour de sa gorge. En 20 minutes, il avait été vu 50 000 fois. À l'intérieur de l'hôpital, Thomas guida Laura vers une salle d'examen vide. Une collègue infirmière apparut immédiatement avec une poche de glace et un stéthoscope. Laura s'assit sur le bord du lit, les mains encore tremblantes, la gorge douloureuse à chaque déglutition. « Je vais bien, murmura-t-elle, bien que des larmes coulaient sur ses joues. Je vais bien, mais elle, non. Pas vraiment. Les blessures physiques disparaîtraient dans quelques jours. Les blessures psychologiques prendraient beaucoup plus de temps. » Pendant que Laura était examinée pour vérifier qu'elle n'avait pas de blessure, que Thomas lui tenait la main et luttait pour empêcher ses propres mains de trembler, la vidéo continuait de se propager. Au matin, elle aurait été visionnée des millions de fois. Au matin, le nom de l'agent Jake Mercer serait connu dans tout le pays. Au matin, tout aurait changé. À 22 heures ce soir-là, la vidéo avait dépassé le million de vues. Tout a commencé avec l'infirmière qui se trouvait dans la foule, celle qui a crié que Laura disait la vérité. Elle a publié sa vidéo sur Twitter avec une simple légende. Un policier étrangle une infirmière innocente devant les urgences. Elle lui a montré son badge. Il s'en fichait. En quelques minutes, la vidéo a été partagée, retweetée et republiée sur toutes les plateformes existantes. Facebook, Instagram, TikTok, Reddit. La vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre. Chaque partage alimentait l'indignation croissante du public. Les commentaires affluaient, des milliers chaque minute. Des gens qui n'avaient jamais rencontré Laura Bennett, qui n'avaient jamais entendu parler de l'agent Jake Mercer, qui vivaient à des centaines ou des milliers de kilomètres, tous unis dans leur colère face à ce dont ils étaient témoins. C'est ce qui ne va pas avec la police en Amérique. Elle lui a montré son badge et il l'a quand même étranglé. Incroyable. Si c'était ma femme, ma sœur, ma mère, je ne sais pas ce que je ferais. Ce policier doit être licencié aujourd'hui. Pas suspendu, licencié. Remarquez qu'il n'a même pas hésité.
Il a directement recouru à la violence. Ce n'est pas une question de formation, c'est sa personnalité. À minuit, les journaux locaux avaient repris l'affaire, puis les chaînes régionales. À 2 heures du matin, les médias nationaux diffusaient la histoire. Une infirmière agressée par un policier devant l'hôpital où elle travaille. Un policier étrangle une femme innocente malgré son badge d'hôpital. Erreur d'identité ou usage excessif de la force. La vidéo devient virale. À la maison, Laura était allongée sur le canapé, une poche de glace pressée contre son cou meurtri. Elle avait refusé de rester à l'hôpital. Elle voulait juste être chez elle, entourée d'objets familiers, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Thomas était assis à côté d'elle, son ordinateur portable ouvert, regardant le nombre de vues grimper. 50 000, 5 000, 500 000, 1 million, 2 millions. Il avait vu beaucoup de choses au cours de sa carrière. Des traumatismes, de la violence, du chagrin, la mort. Il avait vu des familles se déchirer dans les salles d'attente des hôpitaux. Il avait tenu la main de patients mourants. Il avait annoncé des nouvelles qui avaient brisé des vies. Mais voir sa femme se faire attraper, étrangler, rejeter, la voir supplier pour pouvoir respirer, tandis qu'un homme avec un badge refusait de l'écouter. Quelque chose s'était brisé en lui, quelque chose qui ne serait pas facile à réparer. « Ils sont tous de ton côté », dit-il doucement en faisant défiler les commentaires. Tous, sans exception. Laura ne répondit pas. Elle ferma simplement les yeux et tenta d'oublier la sensation de ce bras autour de sa gorge. Mais la vidéo eut un autre effet que de susciter l'indignation et la sympathie. Elle incita les gens à se poser des questions sur l'agent Jake Mercer, sur son passé, sur le fait de savoir s'il s'agissait d'un incident isolé ou d'un élément d'un ensemble plus sombre. Et ce qu'ils découvrirent transforma l'indignation virale en une demande soutenue de justice. Au matin, 3 personnes avaient reconnu le visage de Mercer dans les vidéos. 3 personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées, qui vivaient dans différents quartiers de la ville, qui n'avaient rien en commun sauf une chose. Elles avaient toutes eu affaire à l'agent Jake Mercer et avaient toutes leur propre histoire à raconter. Un jeune homme qui avait été arrêté pour un feu arrière cassé en 2019 et qui s'était retrouvé face contre terre sur le trottoir. Le genou de Mercer dans son dos, sa voix criant qu'il résistait à son arrestation. Même si l'homme n'avait pas bougé, il avait déposé une plainte. Rien ne s'était passé. Mais maintenant, en voyant cette vidéo, en voyant le visage de Laura, il s'est à nouveau manifesté. La file d'un homme âgé qui avait appelé pour qu'on vérifie si son père allait bien en 2021, pour finalement voir Mercer l'insulter et l'intimider physiquement dans sa propre maison. Elle a essayé de porter plainte. L'affaire a été classée sans suite, mais maintenant qu'elle avait la preuve que le comportement de Mercer était systématique, elle a décidé de parler. Un ancien combattant sans domicile fixe qui avait été malmené pour avoir dormi sur un banc en 2023, ses plaintes ayant été ignorées en raison de ses antécédents de santé mentale, son affaire a été réglée discrètement pour qu'il s'en aille. Il a vu la vidéo, il a reconnu le visage et il a décidé que le silence lui avait coûté assez cher. Commentaire. Tenez-le pour responsable si vous pensez que les vidéos virales rendent justice. Car cette vidéo n'a pas seulement révélé un moment. Elle a révélé un comportement systématique. Continuez à regarder. Internet a fait ce que la police n'avait pas réussi à faire pendant des années. Il a relié les points. Des fils de discussion ont apparu les uns après les autres, reconstituant l'histoire de Mercer. Des captures d'écran de plaintes rejetées, des notes internes divulguées, des témoignages de personnes qui avaient peur de parler seules, mais qui ont trouvé le courage dans le nombre. À l'aube, le nom de l'agent Jake Mercer n'était plus seulement associé à une vidéo virale. Il était associé à une décennie d'allégations, d'avertissements et de secondes chances qui avaient finalement pris fin. La première plainte contre l'agent Jake Mercer a été déposée le 14 mars 2019. Un contrôle routier de routine, un feu arrière cassé. Un jeune homme de 22 ans, rentrant chez lui après son service de nuit dans un entrepôt, s'est arrêté. Il s'appelait Marcus Johnson. Il avait tout fait correctement. Les mains sur le volant, l'éclairage intérieur allumé, le permis et les papiers du véhicule à portée de main. Mais lorsque Mercer s'est approché de la vitre, quelque chose dans la nervosité du jeune homme, ou peut-être simplement dans son apparence, a déclenché une réaction. Sortez du véhicule. Marcus a obéi, les mains bien en évidence.
Il n'a fait aucun mouvement brusque, mais Mercer a vu une menace là où il n'y en avait pas. En moins de 30 secondes, Marcus était face contre terre sur le trottoir. Le genou de Mercer appuyé sur son dos, il lui criait qu'il résistait à son arrestation, alors que Marcus n'avait opposé aucune résistance. Le contrôle a duré 45 minutes. Marcus est reparti avec un avertissement pour le feu arrière et des ecchymoses qui ont mis 2 semaines à disparaître. Il a déposé plainte le lendemain. Force excessive, détention illégale. Le département a examiné l'affaire, interrogé Mercer et rendu son verdict. Preuve insuffisante. Mercer a reçu un avertissement écrit et a dû suivre une formation obligatoire sur les techniques de désescalade. Il a assisté à un séminaire de 4 heures, signé le formulaire d'achèvement et repris son service. Aucune accusation n'a été portée, aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée, aucune conséquence réelle n'a été encourue. La deuxième plainte a été déposée 2 ans plus tard, en octobre 2021. Un homme âgé de 76 ans, vivant seul depuis le décès de sa femme. Sa fille, inquiète pour son bien-être, avait demandé une visite de contrôle. Juste quelqu'un pour frapper à la porte, s'assurer qu'il allait bien, peut-être l'encourager à répondre à ses appels. L'agent Mercer a pris l'appel, mais ce qui avait commencé comme une simple visite de contrôle s'est transformé en toute autre chose. Le vieil homme, confus et effrayé par la présence d'un policier à sa porte, a refusé de laisser Mercer entrer. Mercer a interprété cela comme une obstruction. Il a haussé le ton. Son attitude est devenue agressive. Il s'est introduit de force dans la maison, a saisi le vieil homme par le bras avec suffisamment de force pour lui laisser des marques de doigts et l'a réprimandé pour avoir fait perdre du temps à la police. La fille, qui est arrivée quelques minutes plus tard, a été témoin de la fin de la scène. Elle était horrifiée. Elle a essayé de porter plainte pour agression, abus d'autorité et intimidation d'une personne âgée. L'affaire a été confiée à un détective, examinée pendant 3 mois, puis finalement classée sans suite faute de témoins corroborants. Mercer a reçu un autre avertissement, a suivi une nouvelle formation et a signé un autre formulaire. Toujours sans conséquences réelles. La 3e plainte a été déposée en juin 2023. Un ancien combattant sans abri dormait sur un banc devant un magasin fermé à 2 heures du matin. Quelqu'un avait appelé la police, non pas parce que le vétéran causait des problèmes, mais parce que sa présence les mettait mal à l'aise, a répondu Mercer. Au lieu de lui proposer de l'aide ou de lui demander simplement de partir, il l'a attrapé, l'a poussé contre un mur et l'a menacé de l'arrêter pour vagabondage. Le vétéran, qui avait servi 2 fois à l'étranger et souffrait de stress post-traumatique, a essayé d'expliquer qu'il n'avait nulle part où aller. Mercer s'en moquait. Lorsqu'un autre agent est arrivé et a calmé la situation, le vétéran avait la lèvre fendue et une méfiance renouvelée envers le pays pour lequel il s'était battu. Il a déposé une plainte, mais ses antécédents de santé mentale ont été utilisés contre lui. L'avocat du département a suggéré que le récit du vétéran pouvait être peu fiable, confus, voire exagéré. L'affaire a été réglée discrètement, avec un petit dédommagement et un accord de confidentialité. Mercer a reçu son 3e avertissement, sa 3e formation de remise à niveau et une nouvelle note dans son dossier lui demandant de contrôler son tempérament. À chaque fois, le schéma était le même. César, rejeté, nié, et à chaque fois, le système le protégeait. Des notes internes qui ont ensuite été divulguées ont révélé la vérité. L'agent Mercer est agressif, mais efficace. Son bilan en matière d'arrestation est excellent. Nous pensons qu'une formation supplémentaire permettra de résoudre les problèmes de comportement. Autre note de service d'un autre supérieur hiérarchique. Les méthodes de Mercer sont parfois brutales, mais il obtient des résultats, recommande une surveillance plutôt qu'une sanction disciplinaire. Le département l'avait protégé pendant des années. Ils avaient vu les plaintes, entendu les récits, examiné les incidents, mais ils avaient préféré la paperasserie à la responsabilité, la formation à la révocation, les secondes chances aux conséquences. Mais cette fois, ils ne pouvaient plus le protéger. Cette fois, ils n'avaient pas arrêté un jeune homme qu'ils pouvaient discréditer, un homme âgé qu'ils pouvaient ignorer ou un vétéran sans domicile fixe qu'ils pouvaient réduire au silence avec un accord à l'amiable. Cette fois, il avait arrêté la mauvaise personne. Marcus Johnson a vu la vidéo de Laura Bennett et a immédiatement reconnu le visage de Mercer. Il s'est manifesté et a raconté son histoire publiquement pour la première fois. Il n'avait plus peur d'être ignoré ou écarté. La fille du vieil homme l'a vu aussi.
Elle avait conservé tous les documents, tous les emails, tous les dossiers relatifs à l'affaire de son père. Elle les a tous publiés en ligne avec un seul message. Ce policier fait cela depuis des années et il le laisse faire. Le vétéran sans-abri, qui avait signé cet accord de confidentialité sous la contrainte, a décidé que son silence lui avait coûté assez cher. Il a rompu l'accord et s'est confié à un journaliste. Je leur ai dit, a-t-il déclaré, la voix tremblante de colère et de vengeance. Je leur ai dit ce qu'il avait fait. Personne ne m'a écouté. Maintenant, peut-être qu'ils m'écouteront, et ils l'ont fait. Les témoignages se sont multipliés. Les preuves se sont accumulées. Ce qui avait commencé par une vidéo virale montrant une infirmière étranglée devant un hôpital est devenu quelque chose de beaucoup plus important. Un règlement de compte avec un système qui avait permis la cruauté de l'agent Jake Mercer pendant une décennie. Internet avait fait ce que les affaires internes n'avaient jamais pu faire. Il avait révélé le schéma, et une fois que les gens l'avaient vu, ils ne pouvaient plus détourner le regard. Au lever du soleil, le lendemain de l'agression de Laura, la police n'avait plus d'autre choix que de réagir. Les téléphones du commissariat sonnaient sans interruption depuis minuit. Des journalistes, des militants, des citoyens inquiets, des membres du conseil municipal exigeaient des réponses. Le bureau du maire publiait des communiqués affirmant prendre l'affaire au sérieux. La pression ne venait plus de l'intérieur du système. Elle venait de partout à la fois. Une vague de colère publique qui ne pouvait être ignorée ou écartée par une note de service et un séminaire de formation. À 9 heures ce matin-là, le département a tenu une conférence de presse. Le chef de la police se tenait derrière un podium, le visage soigneusement composé, affichant une expression de préoccupation et de professionnalisme. Il a lu une déclaration préparée, ses mots mesurés et délibérés. Nous sommes au courant de l'incident impliquant l'un de nos agents et une employée de l'hôpital. Nous prenons toutes les allégations de mauvaise conduite au sérieux. Les affaires internes ont ouvert une enquête approfondie sur cette affaire. L'agent en question a été suspendu de ses fonctions dans l'attente des résultats de cette enquête. Suspension avec maintien de salaire. Internet a explosé de nouvelles fureurs. Les sections de commentaires se sont remplies de variations sur le même thème. Ce n'est pas suffisant. Il a agressé une femme innocente et il obtient des vacances payées. C'est pour cela que les gens ne font plus confiance aux flics. Le département espérait que cette annonce apaiserait la colère. Au contraire, elle a jeté de l'huile sur le feu. À huis clos, les affaires internes ont commencé leur travail. Interrogatoire des témoins, examen des 17 angles de caméras différents, examen du dossier personnel de Mercer, qui semblait soudainement beaucoup plus accablant lorsqu'on le lisait dans le contexte d'une agression virale. L'enquête qui aurait dû avoir lieu il y a des années était enfin en cours. Non pas parce que le département le souhaitait, mais parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Pendant ce temps, le bureau du procureur a reçu un appel de Thomas Bennett. Thomas avait passé la nuit à regarder sa femme mettre de la glace sur sa gorge meurtrie, à écouter sa respiration difficile, à la sentir tressaillir chaque fois qu'elle avalait. Il avait regardé la vidéo des dizaines de fois. Chaque visionnage le rendait plus furieux. Chaque commentaire ne faisait que renforcer ce qu'il savait déjà. Il ne s'agissait pas seulement de Laura. Il s'agissait de toutes les personnes que Mercer avait brutalisées, de toutes les plaintes qui avaient été étouffées, de tous les avertissements qui n'avaient abouti à rien. « Nous voulons porter plainte », a déclaré Thomas à l'assistant du procureur chargé d'examiner l'affaire. « Des accusations criminelles pour agression, abus d'autorité, tout ce qui s'applique. Nous voulons qu'il soit tenu responsable. » Laura était assise à côté de lui lorsqu'il a passé l'appel. Elle avait à peine dormi. Sa gorge lui faisait encore mal. Ses mains tremblaient encore lorsqu'elle repensait à ces moments où elle était plaquée contre le pilier en béton, luttant pour respirer, se demandant si elle pourrait un jour respirer librement à nouveau. Mais elle avait pris sa décision. « Je ne fais pas cela par vengeance », a-t-elle déclaré, lorsque le procureur lui a demandé pourquoi elle voulait aller de l'avant. Sa voix était encore abîmée par le bras de Mercer autour de sa gorge. « Je fais cela pour qu'il ne puisse pas faire la même chose à quelqu'un d'autre, pour que la prochaine personne qui l'attrapera, car il y aura une prochaine personne si nous ne l'arrêtons pas, n'ait pas à subir ce que j'ai subi. » Le procureur resta silencieux pendant un moment. « Alors je vais examiner tout ce que nous avons. Les vidéos, les déclarations des témoins, ses antécédents. S'il y a matière à poursuite, nous irons jusqu'au bout.
Il y a matière à poursuite, dit Thomas d'un ton neutre. Les preuves sont partout. Laura aurait pu se taire. Elle aurait pu accepter l'enquête interne du département et laisser le système traiter l'affaire comme il avait toujours traité les plaintes contre Jake Mercer, avec des avertissements, des formations supplémentaires et aucune conséquence réelle. Thomas avait également le pouvoir de faire disparaître cette affaire. Un coup de fil à la bonne personne, une conversation dans le bon bureau, et tout cela aurait pu s'évanouir discrètement. Pas de procès, pas de publicité, pas de reviviscence du pire moment de sa vie devant des inconnus. Mais ils ont choisi la voie difficile, car la voie facile était celle qui permettait à des hommes comme Mercer Sayre de conserver leur badge. La voie facile était celle qui permettait de dissimuler les schémas de violence. La voie facile était celle qui avait conduit Marcus Johnson, le vieil homme et le vétéran sans-abri, à être ignorés, rejetés et réduits au silence. Pas cette fois-ci. L'agent Jake Mercer, assis dans son appartement le premier jour de son congé administratif, passa lui-même un coup de fil. Il engagea un avocat, l'un des avocats de la défense les plus agressifs de la ville, un homme connu pour faire acquitter des policiers accusés d'usage excessif de la force, un homme qui savait exploiter toutes les failles techniques du système. La première déclaration de l'avocat à la presse fut un modèle de détournement de l'attention. L'agent Mercer avait agi de bonne foi en se basant sur les informations dont il disposait. Il poursuivait un dangereux fugitif recherché pour tentative de meurtre. La ressemblance entre le suspect et la femme qui l'avait arrêté était frappante. Tout agent raisonnable dans la même situation aurait pris la même décision. Nous attendons avec impatience un examen équitable et approfondi des faits. Le message était clair. Cela ne serait pas rapide. Cela ne serait pas facile. Mercer se battrait. Son avocat se battrait. Le syndicat de police se battrait probablement aussi. Chaque avancée serait contestée, retardée, remise en question. Mais il y avait un élément de preuve que même son avocat ne pouvait expliquer. 17 angles de caméra différents, tous montrant la même séquence d'événements. Laura montrant son badge, Mercer le repoussant. Des témoins criant qu'elle travaillait là, Mercer les ignorant. Thomas s'identifiant, identifiant Laura, suppliant Mercer de la laisser respirer. Mercer refusant de la relâcher, même à ce moment-là. On pouvait arguer d'une erreur d'identité pour l'arrestation initiale. On pouvait peut-être même arguer d'un soupçon raisonnable, mais on ne pouvait pas nier ce qui s'était passé après. On ne pouvait pas expliquer pourquoi un policier continuait d'étrangler une femme après avoir vu son badge de l'hôpital, après que plusieurs témoins lui indiquent qu'elle était infirmière, après que son mari, Harry, le directeur de l'hôpital, se soit précipité et l'ait identifié par son nom. C'est là que la défense s'effondrait, c'est là que la bonne foi prenait fin et que la force excessive commençait. C'est à ce moment-là que Jake Mercer est passé d'une erreur à un choix. Et ce choix a été filmé sous 17 angles différents, téléchargé sur des plateformes comptant des millions d'utilisateurs, regardé et partagé, puis enregistré par des personnes partout dans le monde. Des preuves numériques qui ne pouvaient pas être perdues dans un dossier, ni rejetées lors d'une réunion à huis clos, et ni disparaître comme tant d'autres plaintes avant elle. L'enquête était en cours. Les accusations étaient en préparation. La machine judiciaire s'était mise en marche lentement, de manière frustrante et imparfaite, mais elle avançait néanmoins. Laura est retournée au travail 3 jours plus tard. Ses ecchymoses étaient encore visibles, des marques violet foncé que le maquillage ne pouvait pas tout à fait cacher. Ses collègues l'ont serrée dans leurs bras avec précaution, lui ont demandé si elle allait bien, lui ont dit qu'ils avaient vu la vidéo et qu'ils étaient fiers qu'elle se soit défendue. Elle a souri et les a remerciés, en essayant de ne pas penser au long chemin qui l'attendait. Thomas se plongea dans l'administration de l'hôpital avec une intensité renouvelée, comme si travailler plus dur pouvait effacer l'image de sa femme étranglée dans un parking qu'il traversait tous les jours. Il assista à des réunions, il examina les budgets, il prit des décisions concernant le personnel, l'équipement et la politique. Mais son esprit revenait sans cesse à cette nuit-là, au bruit de Laura haletant, au sentiment d'impuissance qu'il avait ressenti en voyant quelqu'un faire du mal à la personne qu'il aimait le plus. Et l'agent Jake Mercer était assis dans son appartement, suspendu avec salaire, regardant sa vie s'effondrer à chaque vidéo virale, attendant que le couperet tombe. Il n'a pas eu à attendre longtemps.
L'audience disciplinaire a eu lieu 6 semaines après l'agression. Ce n'était pas un procès pénal. Pas encore. Il s'agissait d'une procédure administrative, d'un examen formel par la commission disciplinaire du service de police afin de déterminer si l'agent Jake Mercer avait enfreint les politiques et procédures du service. 3 membres du conseil étaient assis derrière une longue table. Un juge à la retraite, un officier supérieur d'un commissariat voisin et un représentant civil chargé de la surveillance. La salle était plus petite qu'une salle d'audience, plus intime, mais le poids de ce qui allait se passer semblait tout aussi lourd. Laura était assise au premier rang, Thomas à côté d'elle, sa main enroulée autour de la sienne. Elle avait fait sa déposition quelques jours plus tôt, avait présenté des photos de son cou couvert d'ecchymose, avait répondu à des questions sur ces terribles minutes passées dans le parking jusqu'à ce que sa voix se brise. Maintenant, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était regarder. Mercer était assis à la table de la défense avec son avocat, son uniforme impeccable, son expression soigneusement neutre. Il avait l'air de ce qu'il était censé être, un agent décoré, un fonctionnaire, quelqu'un qui avait consacré une décennie à protéger sa communauté. Mais les apparences, comme tout le monde dans cette salle le savait, pouvaient être trompeuses. Le procureur, un avocat du ministère chargé de présenter l'affaire contre Mercer, commença par les vidéos. Les 17 angles furent diffusés les uns après les autres sur un grand écran. Le jury regarda en silence Laura sortir de l'hôpital, Mercer l'attrapait par derrière, elle montrait son badge et lui le lui arrachait. Alors que les témoins criaient et qu'il resserrait son étreinte, que Thomas s'enfuyait et que Mercer refusait toujours de la lâcher. 17 perspectives différentes d'une même injustice. 17 éléments de preuve qui ne pouvaient être contestés, qui ne pouvaient être expliqués, qui ne pouvaient disparaître dans un classeur. Vint ensuite le rapport médical de Laura. Des photos des ecchymoses sur son cou, des marques violettes foncées en forme de bras, des documents attestant du traumatisme à la gorge, de la difficulté à avaler, de l'impact psychologique d'avoir été agressée par quelqu'un qui était censé la protéger. L'évaluation clinique d'un médecin qui rendait la violence viscérale et réelle. L'avocat de Mercer s'est levé pour présenter sa défense. Son argument était simple, une erreur raisonnable compte tenu des circonstances. Son client poursuivait un dangereux fugitif recherché pour tentative de meurtre. La ressemblance physique entre le suspect et Laura Bennett était frappante. Dans le feu de l'action, avec des informations limitées et des enjeux importants, n'importe quel agent aurait pu prendre la même décision. L'agent Mercer a agi de bonne foi. L'avocat s'exprima d'une voix confiante et assurée. Il faisait son travail. Il essayait d'assurer la sécurité de la communauté. Le fait qu'il ait arrêté la mauvaise personne est regrettable, mais cela ne constitue pas une faute professionnelle. Le procureur se leva pour procéder au contre-interrogatoire. Il aurait été raisonnable de demander une pièce d'identité, a-t-elle déclaré, sa voix coupant court aux justifications de l'avocat. Il aurait été raisonnable de dire « Excusez-moi, madame, puis-je vous parler un instant ?» Il aurait été raisonnable de regarder le badge de l'hôpital qu'elle portait, d'écouter les témoins qui vous ont dit qu'elle travaillait là-bas, de croire son mari lorsqu'il l'a identifié par son nom. Vous n'avez rien fait de tout cela. Vous avez directement recouru à la violence et, alors que vous aviez plusieurs occasions de réaliser votre erreur, vous avez redoublé d'efforts. Elle s'est tournée vers Mercer. « Officier Mercer, vous aurez l'occasion de témoigner. Mais d'abord, cette commission doit entendre d'autres personnes qui ont été confrontées à votre manière particulière de faire respecter la loi. » C'est alors que Marcus Johnson a pris la parole. Puis la fille du vieil homme, puis le vétéran sans-abri, la voix tremblante mais déterminée, qui a décrit comment il avait été poussé contre un mur pour le simple fait de n'avoir nulle part où dormir. 3 personnes qui avaient été ignorées auparavant. Leurs plaintes, enfouies sous des avertissements et des formations, étaient enfin entendues. Le schéma était indéniable. Agir d'abord. Poser des questions. Jamais. Ignorer les preuves. Insister quand on est contesté. Finalement, Mercer a pris la parole. Son avocat l'avait préparé, lui avait appris quoi dire et comment le dire. Mais les questions du procureur étaient précises, chirurgicales, conçues pour couper court aux réponses répétées et aller droit au but. « Officier Mercer, avez-vous vérifié l'identité de Mlle Bennett avant de la saisir? » « Non. Lui, avez-vous posé des questions avant de la placer en détention physique? »
Non. Quand Mademoiselle Bennett vous a montré son badge d'hôpital, qu'avez-vous fait? Je lui ai dit qu'il pouvait être volé, mais vous n'avez pas vérifié s'il l'était, n'est-ce que bon? Non. Avez-vous vu son badge d'infirmière lorsque vous l'avez appréhendé? Longue pause. Mercier serra les mâchoires. Son avocat se tortilla sur son siège. Oui, vous avez vu le badge, le logo de l'hôpital, son nom, sa photo, et vous l'avez quand même appréhendé. Nouvelle pause. La suspecte aurait pu voler un badge pour se fondre dans la masse. Aviez-vous des preuves que la suspecte avait volé un badge de l'hôpital? Non. Vous avez donc fait une supposition. Et sur la base de cette supposition, vous avez étranglé une femme pendant plusieurs minutes alors qu'elle vous suppliait d'arrêter. Est-ce exact? Le visage de Mercer rougit. Je sécurisais une suspecte potentielle en refusant de regarder son identité, en refusant d'écouter des témoins et en refusant de la libérer même lorsque son mari, le directeur de l'hôpital, l'avait identifiée par son nom. Je suivais ma formation. Votre formation vous apprend à ignorer les preuves. Ma formation m'apprend à garder le contrôle de la situation. À quel prix, agit Mercer? À quel prix? La salle est devenue silencieuse. Le comité a délibéré pendant 6 heures. Laura et Thomas ont attendu dans le couloir, sans parler, assis côte à côte, tandis que les minutes s'écoulaient lentement. D'autres témoins allaient et venaient. Mercier et son avocat attendaient dans une pièce séparée, leur assurance initiale s'effritant visiblement. Lorsque le comité est finalement sorti, le couloir est devenu silencieux. Si vous pensez que justice va être rendue, dites « coupable ». Si vous pensez que le système va le protéger, commentez « corrompu ». Voyons qui a raison. La présidente du comité, une juge à la retraite, s'est éclaircie la gorge et a commencé à lire. Après avoir soigneusement examiné toutes les preuves présentées, y compris les enregistrements vidéo, les témoignages, les rapports médicaux et les déclarations du défendeur, ce comité déclare l'agent Jake Mercer coupable d'agression illégale et d'usage excessif de la force contre Laura Bennett le soir en question. Laura sentit la main de Thomas se resserrer autour de la sienne. Elle ne bougea pas, ne réagit pas, se contenta d'écouter. La présidente poursuivit. Le comportement documenté dans les plaintes précédentes démontre un manque constant de retenue et de jugement. Bien que chaque incident antérieur ait fait l'objet d'avertissements et de formations supplémentaires, il est clair que ces interventions ont été insuffisantes. Mercier était assis, immobile, le visage impassible, mais les mains crispées en poing sur la table devant lui. Par conséquent, cette commission recommande les sanctions suivantes. L'agent Jake Mercer est suspendu des forces de police pour une période d'1 an sans salaire, avec effet immédiat. En outre, la commission recommande que le bureau du procureur général engage des poursuites pénales pour délit d'agression. Si l'agent Mercer souhaite reprendre ses fonctions après sa suspension, il devra suivre une thérapie obligatoire de gestion de la colère et une formation avancée en désescalade, et restera en période d'essai pendant au moins 2 ans. Cette décision restera inscrite de manière permanente dans son dossier professionnel. La présidente posa le document et regarda Mercer droit dans les yeux. « Agent Mercer, vous avez trahi la confiance qui vous était accordée. Vous avez utilisé votre autorité pour faire du mal à une femme innocente. Et vous refusez de reconnaître votre erreur, même lorsque des preuves accablantes vous sont présentées. Ce n'est pas du maintien de l'ordre, c'est un abus de pouvoir. Cette commission espère que vous profiterez de cette période pour réfléchir sérieusement à votre aptitude à continuer à exercer vos fonctions dans les forces de l'ordre. 1 an sans salaire, des poursuites pénales, une thérapie obligatoire, une tâche indélébile sur son dossier. Ce n'était pas la fin que certains espéraient. Dans les sections de commentaires, dans les cercles militants, dans les conversations sur les réseaux sociaux, beaucoup avaient demandé que Mercer soit purement et simplement licencié, interdit de porter à nouveau un badge, accusé d'agression criminelle plutôt que de délit mineur. 1 an, quelqu'un avait écrit qu'il ne devrait plus jamais être autorisé à porter l'uniforme. Délit mineur, il l'a étranglé pendant plusieurs minutes. C'est au minimum une agression aggravée. Mais d'autres voyaient les choses différemment. Marcus Johnson, qui regardait l'annonce du verdict depuis son appartement, a senti un poids lui être enlevé de la poitrine. Au moins, c'est déjà ça, a-t-il déclaré aux journalistes qui suivaient son histoire. Au moins, quelqu'un nous a cru. Au moins, il ne s'en est pas tiré à bon compte cette fois-ci.
La fille du vieil homme a publié un message sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux que ce que nous avons obtenu il y a 6 ans. C'est un début. Le vétéran sans-abri, qui avait passé tant de temps à penser que sa voix n'avait pas d'importance, a simplement hoché la tête lorsqu'il a entendu la nouvelle. La justice n'était pas toujours celle que l'on espérait. Parfois, c'était juste quelque chose de plus que le silence, quelque chose de plus que le rejet. Laura s'est levée à la fin de l'audience. Thomas s'est levé à ses côtés. Elle n'a pas souri, n'a pas célébré, n'a pas ressenti le sentiment de satisfaction qu'elle pensait éprouver avec un verdict de culpabilité. Elle se sentait juste fatiguée. Fatiguée, triste et soulagée que tout soit terminé, même si cela semblait incomplet. Mercier passa devant elle en sortant. Son avocat à ses côtés parlait déjà d'appel, de recours et des prochaines étapes. Il ne regarda pas Laura, ne la salua pas. Son visage était dur, en colère, celui d'un homme qui croyait avoir été lésé plutôt que d'un homme qui avait lésé les autres. À l'extérieur de la salle d'audience, des journalistes attendaient avec leurs caméras et leurs micros. Thomas protégea Laura de leur curiosité en la guidant vers une sortie latérale, mais la question d'un journaliste parvint à couvrir le bruit ambiant. « Mademoiselle Bennett, que pensez-vous du verdict? » Laura s'arrêta, se retourna et regarda la caméra. « Je pense, dit-elle doucement, sa voix encore rauque à cause de ses cordes vocales endommagées, que peut-être la prochaine victime n'aura pas à subir ce que j'ai subi. C'est tout ce que je voulais. » Le système n'avait pas changé du jour au lendemain. Les problèmes qui avaient permis à Jake Mercer de brutaliser des gens pendant une décennie étaient toujours là. La culture protectrice, la résistance à la responsabilisation, la tendance à croire les badges plutôt que les victimes. L'affaire de Laura n'avait pas réglé tout cela. Un verdict ne pouvait pas effacer des années de défaillance institutionnelle, mais les habitudes violentes d'un homme avaient finalement eu raison de lui. Ce n'était pas une justice parfaite, mais c'était plus que ce que la plupart des victimes de fautes professionnelles de la police obtiennent. Et parfois, dans un système conçu pour se protéger, plus que rien devait suffire. 2 semaines après le verdict, Laura Bennett franchit les portes vitrées de l'hôpital et pointe pour son premier service depuis l'agression. Ses collègues lui avaient envoyé des messages sans cesse, prenant de ses nouvelles, lui offrant leur soutien, lui disant de prendre tout le temps dont elle avait besoin. L'hôpital lui avait accordé un congé médical prolongé. Thomas l'avait pratiquement supplié de prendre 1 mois supplémentaire, voire 2, pour se remettre complètement, tant physiquement qu'émotionnellement. Mais Laura avait pris sa décision. Elle était prête, ou du moins elle devait essayer. La salle de pause a éclaté en applaudissements discrets lorsqu'elle est entrée. Des câlins prudents, consciente du fait qu'être saisie par derrière la faisait encore sursauter. Des mots d'encouragement. « Nous sommes si fiers de toi. Tu es si courageuse. On est là pour toi. » Laura sourit et les remercia, mais quelque chose en elle avait changé. Elle était plus calme, plus réservée. Les rires faciles qui ponctuaient autrefois ses gardes avaient été remplacés par un silence pensif. Ses collègues le remarquèrent, mais n'insistèrent pas. Les traumatismes faisaient cela aux gens. Ils prenaient les parties de vous qui se sentaient en sécurité et les remplaçaient par de la prudence. Sa première patiente de la journée était une femme d'une 50aine d'années, amenée à l'hôpital pour des douleurs thoraciques qui se sont avérées être une anxiété sévère plutôt qu'un arrêt cardiaque. Pendant que Laura vérifiait ses signes vitaux et lui administrait des médicaments pour calmer son cœur qui battait à toute vitesse, la femme a étudié son visage. « C'est vous », a soudainement dit la patiente. « Vous êtes l'infirmière, celle des informations, celle que le policier a attrapée dehors. » Les mains de Laura s'arrêtèrent un instant avant de reprendre leur travail. « Oui », répondit-elle simplement. « J'ai vu la vidéo. » La femme continua. « Tout le monde l'a vu. Vous lui avez tenu tête. Vous ne l'avez pas laissé s'en tirer comme ça. » Laura secoua doucement la tête. « Je ne lui ai pas tenu tête. J'ai juste survécu. » La patiente tendit la main et toucha celle de Laura. « C'est parfois la même chose, dit-elle doucement. Survivre quand quelqu'un essaie de vous briser. C'est ça, se défendre. » Laura ne savait pas comment répondre à cela, alors elle se contenta de serrer la main de la femme et retourna à son travail, vérifiant les moniteurs, ajustant les médicaments, faisant ce qu'elle avait toujours fait, s'occupant des personnes qui avaient besoin d'elle. Tout au long de son service,
Elle se déplaça dans les urgences avec la même compétence tranquille qu'elle avait toujours eue. Ses compétences n'avaient pas diminué. Sa compassion n'avait pas faibli. Au contraire, ce qui lui était arrivé avait approfondi sa compréhension de ce que signifiait être vulnérable, avoir peur, avoir besoin que quelqu'un vous voie comme un être humain plutôt que comme un problème à contrôler. Thomas trouva des raisons de passer plusieurs fois devant les urgences ce jour-là. Il essaya d'être discret, mais Laura le remarqua, croisa son regard une fois et lui adressa un petit sourire qui disait « Je vais bien, je te le promets. » Il acquiesça et se força à la laisser travailler. Cependant, l'instinct protecteur qui s'était réveillé la nuit où il l'avait vue se faire étrangler ne s'était pas apaisé. Lorsque son service prit fin, peu après 20 heures, Laura rassembla ses affaires, dit au revoir à ses collègues et se dirigea vers la sortie. La même sortie qu'elle avait empruntée cette nuit-là. Les mêmes portes vitrées qui s'étaient ouvertes pour révéler Thomas courant vers elle. Elle s'arrêta à l'entrée, la main sur la porte. À travers la vitre, elle pouvait voir le parking, le même trottoir, le même pilier en béton, le même endroit où Jake Mercer l'avait attrapé, où elle avait lutté pour respirer, où Dick Set téléphone avait enregistré les pires moments de sa vie. Pendant quelques secondes, elle resta là à regarder. Son rythme cardiaque s'accéléra. Sa respiration s'accéléra légèrement, la mémoire musculaire de la peur essayant de se réaffirmer. Puis elle poussa la porte et sortit. L'air du soir était frais sur sa peau. Elle marcha vers le parking. Ses pas étaient délibérés, la tête haute. Lorsqu'elle atteignit l'endroit exact où cela s'était produit, elle s'arrêta, baissa les yeux vers le trottoir et prit une profonde inspiration. Elle ne laissa pas cela la briser. Elle retourna sauver des vies. Depuis la fenêtre de son bureau, 3 étages plus haut, Thomas la regarda rester là, la regarda respirer, la regarda enfin se retourner et marcher vers sa voiture, les épaules droites et d'un pas assuré. Il sentit sa gorge se serrer d'émotion. Fierté, soulagement, amour et une colère protectrice féroce qui ne disparaîtrait peut-être jamais complètement. Laura monta dans sa voiture, ferma la porte et resta assise un moment dans le silence. Puis elle démarra le moteur et rentra chez elle. Le même trajet qu'elle avait emprunté 1000 fois. La même personne qu'elle avait toujours été, mais changée d'une manière qu'elle apprenait encore à comprendre. Elle avait survécu. Et parfois, comme l'avait dit son patient, cela revenait à se relever. Chaque année aux États-Unis, des milliers de plaintes sont déposées contre des policiers pour usage excessif de la force, détention illégale et abus d'autorité. La grande majorité de ces plaintes n'aboutissent à rien. Pas d'enquête, pas de sanctions, pas de conséquences. Beaucoup ne sont même jamais enregistrés officiellement. Elles n'existent que dans la mémoire des personnes qui les ont vécues. Des personnes qui ont été saisies, étranglées, battues ou humiliées par ceux qui étaient censés les protéger. Le cas de Laura Bennett était différent, mais uniquement parce que 17 personnes ont décidé d'enregistrer ce qu'elles avaient vu et de le partager avec le monde entier. Uniquement parce que la vidéo est devenue virale. Uniquement parce que la pression publique a contraint un système qui avait protégé Jake Mercer pendant une décennie à enfin le tenir responsable. Mais son affaire a eu un impact qui va au-delà de l'obtention d'un verdict de culpabilité. Elle est devenue un catalyseur de changement d'une manière que Laura n'avait jamais imaginée. 6 mois après l'audience, le service de police a mis en place une politique imposant le port d'une caméra corporelle à tous les agents lors de toute interaction avec le public. Les caméras ne pouvaient pas être éteintes. Les images ne pouvaient pas être supprimées. Chaque rencontre, chaque interpellation, chaque moment de contact entre la police et les citoyens serait enregistré et stocké. 2 autres agents ayant fait l'objet de plaintes similaires à celles visant Mercer ont été discrètement retirés du service actif et réaffectés à des fonctions administratives. Ce n'était pas le jugement public que certains avaient réclamé, mais c'était un pas en avant. C'était la reconnaissance que les comportements violents ne pouvaient être ignorés indéfiniment. Le conseil municipal a adopté une résolution exigeant des rapports publics trimestriels sur tous les incidents impliquant l'usage de la force et les résultats des plaintes. La transparence, ont-ils déclaré, était la première étape vers la responsabilisation. Rien de tout cela n'était parfait. Rien de tout cela ne résolvait les problèmes culturels plus profonds qui avaient permis à des agents comme Mercer d'abuser de leur pouvoir pendant des années.
Mais c'était déjà quelque chose. Et parfois, c'est par quelque chose que le changement commence. Laura n'avait pas pour objectif de changer le système. Elle n'était pas sortie des urgences ce soir-là avec l'intention de devenir un symbole de la réforme de la police ou le visage de la responsabilité. Elle voulait juste respirer. Elle voulait juste prendre 5 minutes d'air frais après une garde éprouvante passée à sauver des vies. Mais parfois, les voix les plus discrètes sont celles qui résonnent le plus fort. Parfois, la survie devient résistance. Parfois, le refus d'une personne de rester silencieuse crée un espace pour que d'autres puissent s'exprimer. Marcus Johnson a créé un groupe de soutien pour les victimes d'abus policiers. La fille du vieil homme est devenue une militante pour la protection des personnes âgées victimes de maltraitance. Le vétéran sans-abri a commencé à travailler avec des organisations qui aident d'autres vétérans à gérer leurs démêlés avec les forces de l'ordre. L'histoire de Laura leur a donné la permission de croire que leurs histoires avaient aussi de l'importance. L'agent Jake Mercer a fait appel de la décision du conseil de discipline 3 mois après le verdict. Il a fait valoir que la sanction était excessive, que ses actions avaient été raisonnables compte tenu des circonstances et que la commission avait été influencée par la pression publique plutôt que par les preuves. Son appel a été rejeté. Il n'est pas retourné dans les forces de police. La suspension d'1 an est devenue définitive lorsqu'il n'a pas suivi la formation et le réentraînement requis. Sa carrière dans les forces de l'ordre était terminée, non pas à cause d'un seul événement, mais à cause d'une décennie de choix qui l'avaient finalement rattrapé. Laura Bennett continue de travailler au Mercy General Hospital. Elle prend toujours les gardes que personne d'autre ne veut. Elle reste toujours tard lorsque les urgences sont débordées. Elle tient toujours la main des patients et leur murmure des mots rassurants lorsqu'ils ont peur. L'agression l'a changée, l'a rendue plus prudente, plus consciente de la rapidité avec laquelle la sécurité peut se transformer en danger. Mais cela n'a pas brisé son engagement à soigner. Et Lauren Banning, la femme que Mercer recherchait cette nuit-là, la femme dont la ressemblance avec Laura avait tout déclenché. Elle a été arrêtée 3 jours après l'agression de Laura, alors qu'elle se cachait dans un motel à 50 km de la ville. Les agents qui l'ont arrêtée se sont approchés d'elle calmement, lui ont demandé ses papiers d'identité, ont confirmé son identité et l'ont placée en garde à vue sans incident, sans violence, sans que personne ne soit blessé. Cela a prouvé ce qui aurait dû être évident depuis le début. On peut faire son travail sans brutalité. On peut appréhender un suspect sans l'étrangler. On peut faire respecter la loi sans maltraiter les personnes que l'on est censé servir. 17 personnes ont enregistré ce qui est arrivé à Laura Bennett cette nuit-là devant l'hôpital Mercy General. 17 angles différents de la même injustice et leur courage de publier ce qu'ils avaient vu pour refuser que cela soit enterré et oublié. Cela a fait toute la différence, car des histoires comme celle de Laura doivent être racontées. Les schémas comme celui de Mercer doivent être dénoncés et les systèmes qui protègent les agresseurs doivent être remis en question encore et encore jusqu'à ce qu'ils changent enfin. Si cette histoire prouve que la responsabilité est importante, abonnez-vous. Si vous pensez que chaque voix mérite d'être entendue, laissez un commentaire avec « Je défends la justice ». Partagez cette histoire, car la prochaine personne qui sera agressée, ignorée, à qui on dira que sa plainte n'a pas d'importance, aura peut-être besoin de savoir que s'exprimer peut faire la différence. La prochaine vidéo vous attend déjà. Cliquez dessus. Vous ne le regretterez pas. La justice n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est silencieuse. Parfois, c'est une infirmière qui retourne aux urgences la tête haute. Parfois, ce sont 17 téléphones brandis dans l'obscurité pour enregistrer la preuve que quelqu'un a été victime d'une injustice. Parfois, la justice consiste simplement à refuser de les laisser oublier.